électronique pour accompagner donc, les investisseurs et les gestionnaires immobiliers dans leurs transactions à travers ces services de data room électronique et également tout au long du cycle de vie des actifs à travers des data rooms de gestion. Et donc maintenant je vais laisser chacun des speakers, que je remercie pour leur présence aujourd'hui, se présenter. Alexandra. Donc, bonjour, Alexandra Vaquin. Donc, je suis directrice d'acquisition chez Stam Europe de l'ESG d'innovation. Stam Europe, c'est un asset manager qui existe depuis de nombreuses années. On a 1,8 milliard sous gestion, on fait du bureau, du résidentiel, de la logistique et on couvre pratiquement toute la chaîne de valeur du PM jusqu'à l'acquisition, sur des stratégies corps jusqu'à valeur d'opportunistes. Voilà. Bonjour à tous, Cédric Nicard, je dirige les opérations du pôle conseil en développement durable de CBRE. CBRE, vous connaissez notamment pour nos activités de brokerage, notamment de notre property facility management. On a aussi une activité de conseil en développement durable. On est une équipe d'une grande vingtaine de personnes en France et on accompagne utilisateurs et investisseurs dans le déploiement stratégique et opérationnel de leur stratégie extra-financière. Comme je suis quelqu'un de très schizophrène, je m'occupe aussi de la RSE interne à CBRE, parce que c'est bien de dire à nos clients ce qu'il serait bien qu'ils fassent, mais c'est mieux si on le fait chez nous aussi, accessoirement. Bonjour, Juliette Lefébure. Je suis en charge de l'investissement responsable pour AXA Investment Manager sur la classe d'actifs immobiliers. Nous, on gère 86 milliards d'encours dans 17 pays européens, ainsi qu'aux États-Unis, en Australie et au Japon. On est sur toute classe d'actifs confondus et aussi tout type de stratégie avec une grosse dominante encore. Bonjour, moi c'est Stéphanie Landois, je suis responsable RSE du groupe Atland avec plusieurs métiers, la promotion immobilière, la gestion d'actifs. On a 3,5 milliards sous gestion en cours avec à peu près 800 immeubles en gestion, on s'occupe du property, de l'asset et de la gestion ISR et de l'investissement durable. Alors nous allons commencer la table ronde, donc de façon assez traditionnelle. On a prévu quelques questions et puis ensuite on aura un Q&A où vous pourrez donc poser toutes les questions à nos intervenants. Donc nous allons commencer par la première question. Selon vous, quels sont les enjeux ESG les plus importants pour l'industrie immobilière aujourd'hui? Alors Cédric, je te propose de démarrer, poser le cadre. C'est pas facile de démarrer. Enjeux ESG, il y en a beaucoup, mais moi j'insisterai peut-être sur un qu'on observe particulièrement, qui découle finalement à la fois de cette augmentation de contexte de réglementation technique qui viennent toucher le sous-jacent du parc immobilier, décret tertiaire, loi énergie-climat notamment, et également de ce renforcement des réglementations liées au reporting extra-financier des investisseurs. Donc on se retrouve avec des actifs immobiliers qui sont un peu entre un marteau et une enclume, et tous ont en commun le fait de devoir gérer de la donnée. Et ce qu'on constate aujourd'hui avec notre prisme chez CBRE, c'est qu'un des gros enjeux pour que cette transformation immobilière et financière fonctionne, c'est que la donnée soit maîtrisée, qu'elle soit de qualité, et qu'on sache l'auditer, la challenger. Donc à mon sens, un des enjeux des prochains mois, prochaines années, c'est de gérer la qualité de cette donnée. Merci. Et Alexandra? Alors, moi je vais vraiment compléter d'un point de vue opérationnel, avant même d'arriver à la donnée, c'est déjà de savoir un peu quels sont les premiers enjeux. Donc on va toujours se poser la question de se dire l'amélioration énergétique, l'empreinte carbone. On va faire des plans de CAPEX, mais pour faire des plans de CAPEX, il faut faire l'audit de notre patrimoine. Et déjà rien que cette première étape, être capable d'avoir toute l'information, toute la documentation, avoir même de la data énergétique ou autre, c'est déjà être capable de savoir nos équipements, tout ce qu'on a, et la vraie connaissance de notre portefeuille. Et une fois qu'on a tout ça, ça va rejoindre un peu un sujet un peu plus tard, qui est l'évolution de la réglementation. On est obligé d'avoir vraiment une vue très très globale. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus faire un plan de CAPEX sans considérer quel va être aussi l'impact carbone, quel va être aussi l'impact sur l'eau, quel va être aussi l'impact sur la biodiversité, sur le réemploi. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on arrive à prévoir ce qui va se passer un peu à chaque fois dans le futur. Sinon, en fait, c'est juste pas possible. On va commencer à faire des plans CAPEX, à faire valider et on va devoir tout refaire.
Donc pour moi, ça c'est un vrai challenge d'arriver à intégrer beaucoup de choses différentes dans des temps qui sont très différents. Et donc en fait, à mon avis, il faut toujours y aller petit à petit. Des choses simples et pour après intégrer une réglementation qui évolue beaucoup. Donc nous, on est vraiment en plein là-dessus, de ne pas se tromper sur ce qu'on fait et pour ne pas impacter d'autres critères ESG. Merci à tous les deux pour avoir ouvert la conférence avec cette première question. On va passer à la deuxième question. En matière de ESG, comment la France se situe par rapport aux autres pays, donc principalement européens? Juliette, je sais que tu as une envergure au-delà de l'Europe, mais là, si voilà, on peut faire un focus la France versus les autres pays européens. Oui, alors, il marche le micro? Excusez-moi. Donc, la France, c'est un pays qui a toujours un peu un temps d'avance, notamment dans le domaine de l'immobilier, en termes de réglementation. Il y a beaucoup d'innovations et finalement, ça fait un peu l'objet d'un peu le laboratoire finalement de l'Europe. On le voit que ce soit pour les actifs sous gestion avec le décret tertiaire, qui est le premier à s'attaquer vraiment à la question de l'efficacité énergétique et pas uniquement du carbone. C'est sûr qu'il y a cette spécificité française avec le nucléaire, mais finalement, peu importe le poids carbone de notre énergie, on ne pourra pas continuer à consommer toujours plus d'énergie. Donc finalement, c'est clé et c'est majeur. Donc, et on voit bien que, par exemple, récemment, j'ai participé dans un groupe de travail du GRESB. Quand ils regardent la question du net zéro, bien sûr, la question de l'efficacité énergétique en fait partie, et donc ils regardent ce qui a été fait dans le cadre du décret tertiaire pour s'en inspirer, pour se dire du coup quelles sont les questions qui se sont posées, comment est-ce qu'ils ont défini ces seuils, comment ils ont défini ces benchmarks. Et on a aussi du coup après l'exemple de la RE 2020 avec du coup l'analyse en cycle de vie dynamique. Alors c'est un challenge parce que justement on fait l'objet de laboratoire. Donc on teste, et quand on teste, ça ne marche pas toujours, ou parfois ça rajoute un peu de complexité, de poids administratif, donc voilà, ces réglementations, il faut naviguer avec, sachant qu'en plus maintenant il y a la couche européenne qui vient se rajouter, qui s'inspire, donc c'est pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'alignement entre ces différentes demandes, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc je pense que c'est aussi la difficulté à laquelle on est tous confrontés après, c'est la démultiplication des reporting, comprendre du coup d'un pays à l'autre comment fonctionnent du coup ces différentes réglementations, les seuils, les données à utiliser. Et du coup, moi je voulais faire un petit point sur un groupe de travail dans lequel je suis, qui s'appelle l'ESRI. Et donc on est financeur de ce programme et je vous invite en tout cas pour tous ceux qui ont des questions au niveau européen, à aller voir leurs travaux. Ça permet vraiment des éclairages et ils font à la fois le focus France et Europe. Donc c'est intéressant et je pense que du coup ce type de collaboration, etc. est vraiment fondamental parce que on le voit du coup, la réglementation est prolifique dans ces domaines. On n'a pas le temps de suivre, même quand on est un groupe comme AXA IM avec des moyens énormes, on est dépassé par ces réglementations et donc voilà, donc c'est aussi peut-être cette coopération filière qui va être intéressante par rapport à tout ça. Et toi Stéphanie, est-ce que tu vois la France comme en avance par rapport aux autres pays? Je la vois en tout cas rattraper un certain retard par rapport à certains pays qui avaient des problématiques particulières. La France a des enjeux de territoire différents en fonction du climat, en fonction de son climat. On voit que certains pays avaient travaillé beaucoup sur la performance énergétique, d'autres sur les énergies renouvelables. La France la regroupe, beaucoup d'avancées. Elle s'adapte vraiment par rapport à toutes les exigences européennes. Donc on a vu quand même qu'à chaque réglementation européenne, on a nous le pendant en France qui va toujours plus loin. Donc on voit vraiment que c'est très moteur. Et moi on commence un petit peu avec Atland à s'exporter en Europe pour avoir des investissements européens et on se rend compte que les références européennes ne sont pas les mêmes, même quand on parle de choses assez classiques comme les DPE ou la performance énergétique de chaque métier, on se rend compte que quand on rentre dans le sujet, la méthodologie n'est pas la même, les références ne sont pas les mêmes. Donc il y a vraiment un besoin d'homogénéiser aussi si on veut un petit peu regarder ce qu'il y a autour. Et on voit que la France quand même, malgré le fait qu'elle est très 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 restreint par les normes en France, mais ça aide quand même à se donner des indicateurs, se donner des limites, se donner des références
qui sont quand même importantes dans l'ESG, où la mesure est un des enjeux. Alors maintenant, on va se poser la question des avantages en fait pour les sociétés immobilières qui mettent en œuvre les initiatives ESG. Bon, c'est une contrainte, hein. Aujourd'hui il n'y a plus de choix, mais comment elles arrivent à les intégrer, ces problématiques, et en particulier dans leur stratégie d'investissement, et comment elles peuvent réussir à équilibrer les contraintes ESG avec les rendements financiers. C'est une vague question qui a suscité pas mal d'échanges sur le sujet. Stéphanie, je te propose de démarrer. On parle de réglementation juste avant. Là, on se dit que du coup, la réglementation sur l'ESG est très forte et pousse beaucoup. Les acteurs qui se sont déjà mis dans la phase de réflexion, la mesure de leur patrimoine, de mettre des indicateurs, d'être un petit peu en avance par rapport à cette réglementation qui vient d'arriver depuis quelques années, on sent que c'est un avantage parce que les équipes sont déjà initiées à la démarche de mesure et les différentes notions, parce qu'on parle de biodiversité, on parle d'indicateurs de performance, on parle de la partie sociale sur les enjeux des services qu'on peut disposer au niveau de nos actifs. Donc ces grands enjeux permettent quand même d'être en amont par rapport à ces réglementations. Et puis c'est maintenant indispensable, donc il faut rentrer dans ce système-là. La différenciation se fait toujours, pas forcément par le plus, mais plutôt comment est-ce qu'on communique avec de la transparence. Donc ça, c'est des grands enjeux, en fait, je pense, qui sont à l'heure actuelle et qui permettent aux entreprises de rentrer dans une démarche. Oui, Alexandra, alors le couple rendement contrainte ESG. Alors pour nous vraiment le vrai avantage quand on prend le pli de l'ESG, qu'on essaie d'être en avance, c'est vraiment toutes les relations avec les parties prenantes. Donc nous on est un asset manager, pour faire notre métier il nous faut des investisseurs, donc on lève des fonds. Et en fait, avoir une démarche proactive, c'est un vrai avantage vis-à-vis de ça déjà. Parce que même eux, personne n'est vraiment carré ou sait où il veut aller en fait. Hein. Tout le monde, on est tous en train de, même ceux qui sont très en avance, on apprend tous avec cette réglementation qui évolue. Et le fait de leur démontrer qu'on met en place une démarche, même si c'est pas celle auquel ils avaient forcément pensé, ou même si c'est pas les mêmes critères, en fait, ils sont très réceptifs et ils sont très contents d'avoir un asset manager qui sait de quoi il parle, qui connaît sa réglementation. Et qui propose des solutions. Donc ça vraiment, pour nous aujourd'hui, où c'est quand même très important de rassurer nos investisseurs sur tous ces sujets-là, c'est un vrai avantage. Avec les banques, c'est pareil, parce que là, ça arrive, mais ça va vraiment nous tomber dessus. Hein. C'est sûr qu'on n'aura plus aucun financement si on n'est pas capable de démontrer qu'on connaît nos assets et qu'on sait quoi faire dessus. C'est la même chose. Et puis après, on descend encore sur les locataires. Il va y avoir un vrai challenge d'arriver à garder nos locataires sur certains immeubles ou autres. Les grands groupes, même si l'empreinte finalement énergétique ou carbone de leur immobilier, c'est peut-être pas ce qui compte le plus dans leur business, mais c'est ce qui est le plus facile à afficher. Donc ils vont souvent s'en servir finalement pour un peu se faire de la bonne pub. Donc ça, on sait qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui nous a permis de garder des locataires. Et pour les petites sociétés, de toute façon, les économies d'énergie ou autres, elles aussi vont jouer. Donc aujourd'hui, si on veut continuer à avancer dans un marché compliqué, c'est vraiment indispensable. Sur le couple rendement ou autre, pour tout ce qui est nouvelles acquisitions, finalement c'est juste un critère supplémentaire pour ceux qui avaient l'habitude de faire des plans CAPEX. On va juste intégrer un petit peu plus cette composante ESG. Ceux qui n'avaient pas l'habitude, il va falloir qu'ils intègrent ça dans leur processus d'investissement, mais ça j'ai envie de dire c'est plus facile et c'est le vendeur qui va un petit peu en payer les frais. Le vrai sujet c'est la gestion. Alors ça, aujourd'hui on a quand même des valeurs qui baissent indépendamment de l'ESG, du portefeuille, il va falloir qu'on fasse des travaux. Donc et les locataires ne sont pas prêts à payer plus, nos investisseurs ne sont pas vraiment prêts, même s'ils veulent faire de l'ESG, à baisser leur rendement. Voilà, ça va être un vrai sujet. C'est pas les acquisitions, hein. C'est pas les projets de développement, c'est pas tout ça en fait, c'est tout ce qu'on a sous gestion aujourd'hui qui pour moi, on n'en est qu'au début. Ça va être assez challenging et il va falloir... on a des montants de CAPEX qui sont astronomiques pour vraiment être en ligne avec toute cette réglementation qui arrive. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est vraiment d'y aller petit à petit, de faire les premières mesures et puis d'avancer
et de voir un peu comment le marché évolue, hein. Parce que là, on n'y est pas. Et Cédric, avec la hauteur au niveau, voilà, qu'est-ce que tu constates en fait vis-à-vis des gestionnaires et des investisseurs? Bah, effectivement, je prends la suite évidemment de ce que tu disais. On l'a observé des évolutions assez nettes, notamment dans les phases de transaction, où les sujets ESG, il y a quelques années, étaient principalement, alors je caricature un peu, mais pas tant que ça, traités par le sujet des certifications, où le fait d'avoir 1, 2, 3 gommettes permettait d'être un poil au-dessus, un poil au-dessous d'une valorisation et éventuellement d'un peu de liquidité. Aujourd'hui, c'est différent parce que les sujets ESG sont toujours, sans exagérer, toujours sur le haut des priorités dans le cas d'une transaction, alors qu'on soit côté vendeur, côté acheteur, côté bailleur, côté preneur. C'est un sujet de discussion systématique, et notamment grâce aux réglementations qui sont parfois ultra précises. Vous citez toutes les deux le décret tertiaire, qui est un bon exemple en fait. Parce que même s'il est complexe, il a une certaine lisibilité pour se dire, en fait, je coche la case, je coche pas la case. Déjà, c'est assez factuel. Combien ça coûte de réaligner pour cocher la case? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, on a un bon créneau de tir pendant les transactions. Donc ce sujet de l'ESG, c'est devenu quelque chose de plus challenging, ça je suis complètement d'accord, et c'est aussi un levier de discussion assez pragmatique dans ces phases-là. En phase de gestion, je te rejoins aussi, on le voit déjà dans nos métiers d'expertise, où là aussi, il y a quelques années, la valorisation d'un immeuble sur les critères ESG était encore assez peu standardisée, on dirait elle n'est toujours pas. Mais maintenant, on a l'écoute du client investisseur pour lui dire, bah écoute, là va falloir te poser des questions sur la valo, parce que tu n'es pas conforme au décret tertiaire, la taxinomie, on est encore plus loin. Tu es conscient que ton immeuble est en train de se vider, le standard sociaux, t'en as plus, t'as plus de service, en termes d'accessibilité, c'est galère. T'es sûr de ta valeur? Ok. Ok. Et maintenant, on a l'oreille pour l'entendre. Mais c'est compliqué parce que du coup, comme tu le citais très justement, il va falloir se poser des questions assez profondes sur sa stratégie, sur est-ce que c'est le moment de vendre ou pas, est-ce que c'est le moment de transformer ou pas. Donc il y a un enjeu qui est ultra important, et finalement, je le résumerai par la logique de l'intégration de la culture du risque. C'est peut-être ça le plus important, c'est de se dire, maintenant ces critères extra-financiers, c'est une ligne parmi tant d'autres dans notre matrice, dans notre cartographie des risques côté investisseur, au même titre qu'un risque de contrepartie, au même titre qu'un risque de liquidité, etc. C'est des enjeux qu'il faut prendre en compte, et qui sont aussi bien environnementaux que sociaux, que de gouvernance. Et il faut les intégrer effectivement dans la stratégie et dans le choix et les choix qu'on est prêt à prendre en tant qu'investisseur. Alors justement sur ces risques, en fait, Alexandra, qu'est-ce que tu identifies en fait toi comme risque que les investisseurs peuvent éviter en matière d'ESG? En fait, c'est d'aller peut-être un peu trop vite, ou je veux dire, notre parc immobilier est quand même très très vaste, on va mettre du temps à transformer tout ça. Donc il faut vraiment que les tiers nous accompagnent, nous, professionnels de l'immobilier. J'entends que des banques veulent plus financer d'actifs où il y a encore du gaz, mais les immeubles résidentiels existants, il y a encore énormément de chaudières à gaz. Est-ce que ça fait vraiment du sens de la remplacer alors qu'elle est fonctionnelle pour en mettre autre chose, si vous intégrez tout le principe de l'empreinte carbone? Donc il y a beaucoup de choses où je pense ou d'autres choses, je ne sais pas pour attaquer du tout les banquiers, mais comme aujourd'hui ils sont beaucoup dans ces sujets qui s'y mettent, qui vont réfléchir aux trajectoires et qui vont dire bon, bah, il faut à tout prix que ton actif s'améliore énergétiquement ou au niveau de l'empreinte carbone, très bien. Mais si par hasard on a été en avance et qu'on a déjà fait pas mal de choses, et qu'on va leur dire parce que par hasard vous n'évaluez pas déjà le niveau où on en est, on va avoir le discours ah non, nous ce qui nous intéresse c'est la baisse. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui doivent encore avoir lieu, je pense, avec les tiers, en tout cas,
Mais les gens sont plutôt à l'écoute. Donc on va y arriver, parce qu'on est assez pragmatique et c'est très factuel. Donc c'est compliqué quand un actif est déjà performant de dire je suis content que si tu continues à baisser. À un moment donné, il y a la logique quand même qui rentre en jeu et on est très pragmatique quand même en immobilier. Donc on va y arriver, mais ils sont très très contraints, nos banquiers ou nos financiers derrière, ou nos investisseurs, avec la réglementation européenne en fait, qui ne s'adapte pas très bien à l'immobilier en plus. Donc ça, c'est un peu ça le risque, c'est de peut-être sortir un peu trop vite beaucoup d'actifs qui servent encore pour les petites sociétés, pour les entreprises, le résidentiel, et que plus personne ne veut les acheter, plus personne ne veut les rénover, et c'est peut-être pas la démarche à suivre. Je me permets de rebondir sur un truc hyper intéressant que tu évoquais, sur le lien avec les banquiers. La semaine dernière, on a accompagné un client sur un projet de refinancement d'un grand bâtiment parisien. Et donc on est allé voir le banquier, et parmi les critères ESG, il y en a un qui m'a surpris. Il nous a parlé de la qualité du locataire. Et non pas sous le sens de sa solvabilité, mais c'est juste sur la réputation du locataire. Il nous a posé texto la question de « Mais le locataire qui est temps, là, vous êtes sûr ?» Juste, vous êtes sûr. Je dis « Ok, wow, bon, c'est une activité qui peut effectivement être contestable pour plein de choses. » Et ce qui m'a frappé, c'est que, au-delà de critères purement techniques, purement financiers, le financeur s'est posé la question de la réputation de son client, liée à la réputation de son propre client à lui. Donc pour revenir sur le sujet de la matrice et de l'approche par les risques, il y a des nouveaux facteurs qui sont en train d'émerger et qui étaient un peu plus matures sur les stratégies ISR de valeur mobilière, et qu'on commence à voir en immobilier. C'est vraiment parce que c'est des questions qu'on se posait il y a 5-6 ans quand on travaillait ensemble sur le label ISR, je ne sais pas si tu t'en souviens, où parmi les critères ESG, les sujets réputationnels, on commençait à les voir apparaître. On se dit, bon, est-ce que c'est un critère vraiment important, le fait de se poser la question et d'évaluer la réputation du locataire? Est-ce que nous, en tant que bailleurs, on peut être inquiétés ou pas? Et ça, j'ai l'impression que ça a évolué extrêmement vite parmi les critères ESG, et on a maintenant quelques investisseurs qui se posent vraiment la question, dire comment évidemment je préserve mon image, mais est-ce que ce locataire, je le veux vraiment? Et c'est assez dingue d'en arriver à ces questions-là. Peut-être que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais ces questions sont là. C'est une complexité pour le gestionnaire, en tout cas, pour le propriétaire. Parce que les difficultés de location liées à l'énergie sont déjà là, il y a beaucoup de sujets ESG, mais en plus, effectivement, et je te rejoins, dernièrement, les questions de est-ce que si j'ai on va pas dire de marque, hein, mais des gens qui travaillent dans l'énergie fossile, même s'ils ont une politique de développement durable très forte, on se demande, voilà, jusqu'à quand on ne va pas être obligé d'avoir une position, d'avoir un positionnement, et même sur certains actifs. Je ne vais pas parler des stations-service, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on a une petite vue. Voilà, c'est des choses, est-ce qu'on va être obligé de faire des choix à ce niveau-là aussi, sur le locataire? Alors on va passer plus sur la mesure de l'impact maintenant de l'ESG. Est-ce qu'il y a des moyens de démontrer la performance aux investisseurs notamment, et quels sont ces indicateurs qui peuvent être choisis, ou en tout cas les cadres qui peuvent être les plus utiles pour pouvoir mesurer cette performance? Juliette, je peux... Donc il y a effectivement de plus en plus d'outils de mesure qui émergent. On a des cadres communs aussi qui commencent à émerger, mais j'utilise bien le mot émerger parce que ça reste quand même assez immature. Et c'est vrai que la mesure, Cédric le disait tout à l'heure, c'est un vrai défi, et c'est un défi à plusieurs titres. Un défi parce que la donnée à collecter est complexe pour finalement sortir un chiffre régulièrement, l'intensité carbone ou l'intensité énergétique. Et je pense qu'assez peu, à part les personnes qui mettent les mains dedans, ont conscience de la complexité d'obtenir cette information qui paraît si simple. Parce qu'en fait, on est à l'échelle d'un bâtiment avec du coup des compteurs, différents types d'énergie, et donc avoir une donnée fiable et pertinente, finalement, c'est un vrai défi. Encore plus quand on a des portefeuilles aussi larges que nous. Mais, et donc, il y a différentes maintenant plateformes qui permettent d'aller chercher cette donnée-là.
Mais nous, l'expérience qu'on a fait récemment, c'est par exemple, on se dit on va automatiser la collecte pour améliorer la qualité et simplifier. Mais on se rend compte que même là, il y a encore finalement un manque de maturité dans cette donnée automatisée, de garder la continuité quand le locataire change, quand on change certaines installations. Et donc en fait, pour arriver à quelque chose de vraiment pertinent, c'est un coût de plus en plus important. Coût pour avoir accès à ces plateformes, coût pour installer la technologie qui va permettre d'automatiser, mais aussi coût humain pour aller vérifier ensuite cette information, la qualifier, etc. Donc c'est nécessaire. De toute façon, c'est vraiment, on ne peut pas évaluer l'impact de nos actions si on ne mesure pas. Mais il y a encore vraiment un travail à faire pour essayer de trouver des solutions peut-être plus simples, plus efficaces. Il y a un travail aussi du point de vue du législateur, parce qu'aujourd'hui, quand on est gestionnaire comme nous, on a une vision partielle des informations de nos bâtiments, notamment en Europe avec la RGPD, mais aussi le fait que les locataires ne sont pas tenus de nous donner leurs données. Donc même si on essaye d'inclure des clauses dans les contrats, dans les baux, on voit bien qu'en ce moment, qu'il y a une période assez difficile, si le locataire dit « non, moi j'en veux pas de votre clause », on ne va pas annuler un contrat pour cette raison-là. Donc voilà, mesure très importante, mais aussi un véritable challenge du quotidien où il va falloir sûrement qu'il y ait... J'en reviens souvent au travail collectif, mais parce que je pense qu'en fait ça c'est vraiment des problèmes de filière et qu'il n'y a pas vraiment à gagner finalement d'être meilleur dans la collecte de données qu'un autre, et que donc finalement il va falloir qu'il y ait aussi du coup un travail collectif pour aller lever ces barrières, et permettre du coup de pouvoir mieux piloter, parce que si on a une meilleure visibilité, on saura mieux expliquer aussi les évolutions, les changements, et pouvoir agir du coup au bon endroit dans le bâtiment. Alexandra, chez Stam, comment vous parvenez à mesurer alors c'est là où je pense que peut-être les sociétés de plus petite taille, avec des portefeuilles un peu plus petits, on va peut-être avoir moins de moyens. Effectivement, nous on ne peut pas avoir, on est 25 personnes, on a tous les petits départements pour un asset manager sont représentés, de la technique, de l'asset management, du PM. Mais bon, on ne va pas pouvoir faire l'addition de trop de fonctions support. Pour l'instant, on n'a pas d'énergie manager, on n'a pas de data manager, etc. Mais par contre, on connaît quand même très très bien nos lignes de portefeuille. Et donc c'est un peu plus facile, je pense, pour les plus petites sociétés que quand on a des centaines de lignes. C'est tout à fait, honnêtement, c'est vraiment tout à fait normal de mieux connaître son actif, de mieux maîtriser sa donnée, de mieux maîtriser sa data. Parce que j'ai que beaucoup de gens, il y a souvent ce terme de mais comment je compare d'une année à l'autre en fonction de la température, voilà, de ce qui a pu se passer avec le climat, de mon occupation. Mais honnêtement, en tant qu'asset manager, de toute façon, on passe notre temps à faire ça. Quand vous reportez à vos investisseurs ou à vos banquiers, vous comparez toujours des chiffres qui sont toujours différents, avec toujours des c'est toujours vous ramener un peu, vous standardiser, vous expliquer quels sont finalement les écarts. Et ça va être la même chose là-dessus. Si tout d'un coup on a un pic d'énergie parce que on a un taux d'occupation qui a augmenté, on va ramener sur les ratios mètres carrés. Ça reste en fait, cette proactivité dans l'asset management, en tout cas dans les gestionnaires, qui existe sur certaines sociétés qui avaient l'habitude de faire de la création de valeur ou ce genre de choses, elles vont avoir ce petit avantage par rapport, je pense, à d'autres sociétés qui ont des portefeuilles plus gros, plus larges, qui ont des détentions un peu plus corps, long terme. Et ça va être le petit avantage des plus petites sociétés. On parle souvent des DPE qui sont pas fiables. Nous, typiquement, même si on a un DPE qu'on a eu à l'acquisition, on va refaire un avec un diagnostiqueur, et en fait, on va prendre le même pour finalement refaire un DPE post les travaux. Et alors, ça vaudra ce que ça vaudra, peut-être son mesurage, mais normalement, au moins, on sera capable d'évoluer qu'il y a une amélioration ou pas. Et ça, rien que déjà ça, on va être capable de démontrer à nos tiers ou chez nous en interne qu'il se passe quelque chose. Donc, ils sont incomplets, mais on a quand même beaucoup de moyens d'arriver à faire des choses et de pouvoir un petit peu comparer tout ça. Donc, et là, pour le coup, je pense aussi que là, c'est les banquiers qui vont aussi nous aider sur la collecte de data. Moi, j'aime beaucoup comparer l'énergie avec le KYC où, quand il a commencé, personne ne voulait rien donner. Les cartes d'identité, les organigrammes, fallait surtout pas, et c'était de l'institutionnel jusqu'au privé. Et aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne transmet pas cette information, c'est devenu vraiment monnaie courante. Et en fait, ça va être pareil pour l'énergie. Parce que les banquiers vont en avoir besoin. Ils vont devoir collecter la data de consommation. C'est l'Europe qui leur demande.
Donc, et tout d'un coup, toutes les sociétés, même les corporates, vont se rendre compte qu'elles vont être obligées de la fournir. Donc ils vont beaucoup nous aider là-dessus. Ça va vraiment faire partie, je me souviens, il y a 2 ans, on a discuté avec des sociétés en immobilier un peu plus petites, des family office, des marchands qui demandaient ce qu'on faisait un petit peu avec l'ESG. Et aujourd'hui, ils nous demandent ce qu'on fait parce qu'ils n'ont pas leur financement ou autre. Donc ça, ils vont beaucoup nous aider là-dessus, je pense, pour cette collection de data. Et les locataires, c'est pareil, ils vont comprendre. Donc on va y venir, on va y arriver, c'est normal, c'est long. Bon, il y a quelques banquiers dans la salle, donc ils pourraient répondre lors du Q&A. On va passer maintenant sur la partie techno. Comment les technologies elles peuvent soutenir les objectifs ESG dans le secteur. Est-ce que vous avez des exemples de technologies qui soutiennent les objectifs ESG de vos entreprises? Comment vous mesurez cette conformité ESG? Je vais laisser la parole à Cédric pour commencer. Bon, moi je fais juste un point d'illustration. Quand on parle de technologie dans le bâtiment, alors comme dans beaucoup de secteurs, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est cool, c'est sexy, technologie. Vous allez dire que je radote, mais je reviens sur le sujet des risques. Les technologies, c'est aussi des nouveaux générateurs de risques, dans le sens où la technologie, si on l'utilise comme ça un peu sous son terme sacré, sans faire de philosophie, c'est pas un but en soi. Et comme tu l'as très bien dit, si on prend comme un outil de mesure, un outil d'aide, ça peut aider. Alors on a tous vécu ici, il y a un peu moins de 10 ans, la super ère du smart building. On le résumait comme ça d'ailleurs. Hein. Ah, t'as vu mon building, il est smart. Ouais, cool. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément expliquer ce qu'il y a derrière, et on ne sait pas non plus pourquoi on l'a fait. Donc je vous passe le nombre de visites techniques que j'ai pu faire où les stores avaient été chantés parce que les utilisateurs en avaient marre que ça s'ouvre, que ça se ferme tout seul, et ça sans caricaturer. Les GTB qu'on ne comprenait pas, qu'on aussi fini chantés, alors que tout ça a été fait pour un super but, une super vocation qui était faciliter la vie de l'utilisateur et économiser de l'énergie. Et puis accessoirement plus de confort. Juste en faisant du smart building, on a oublié que le truc le plus smart c'était le mec qui avait dedans, et on l'a rendu esclave de son bâtiment. Donc il y a un dosage à avoir là-dedans, et on le voit aussi, on citait tout à l'heure les plateformes de collecte de données. Un investisseur reste responsable de sa collecte de données. C'est pas parce qu'il a une plateforme qui va être ni plus ni moins qu'un data provider. C'est en rien différent que d'acheter du rating chez Moody's ou chez Standard & Poor's pour un fonds action. C'est exactement la même chose. Donc collecter cette donnée doit quand même se faire avec l'importance de la maîtrise de ce qu'il y a derrière. Je vais rebondir du coup déjà sur le premier point. Effectivement, tu le disais, c'est vrai que la technologie aujourd'hui dans le bâtiment, elle est beaucoup utilisée pour le pilotage de l'énergie, le pilotage des consommations. C'est utile hein, parce que c'est vrai que ça permet aussi de voir quand il y a une inefficience et de pouvoir agir. On peut penser aussi sur l'eau, par exemple, quand il y a une fuite et que tout à coup on voit quelque chose d'anormal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore une bonne formule pour se dire finalement qu'est-ce qui fonctionne mieux, quel niveau de granularité, etc. Et surtout, tu as mis le doigt, je trouve, sur un point très important, c'est que la technologie ne remplace pas complètement l'humain. Et que donc, si on n'a pas des hommes derrière ces outils pour ajuster les paramètres, pour effectivement, comme tu disais, s'assurer de la satisfaction des utilisateurs et du fait que du coup, les paramètres correspondent bien à l'usage qui est fait du bâtiment, et en fait, c'est exactement ce que tu dis. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup de bâtiments qui étaient équipés et qui finalement n'étaient pas plus performants. Le nombre d'actifs où effectivement la GTB est presque inutile et où en fait on se rend compte que finalement c'est vraiment important qu'il y ait de l'humain derrière et donc qu'il y ait des personnes qui vraiment soient en charge au quotidien d'aller régler ces paramètres, vérifier que la technologie fonctionne correctement. Et après sur... Attends, c'était quoi déjà le deuxième point que tu soulevais? Sur les plateformes. Ah oui, les plateformes. Non, c'est vrai que c'est pareil parce que les plateformes, finalement, en fait, on se rend compte qu'on a tous un peu nos spécificités et puis chaque bâtiment est unique. Donc en fait, il n'y a pas un paramétrage unique d'un bâtiment. Et donc, c'est comme tu le disais, il y a quand même vraiment ce rôle aussi à jouer, soit de l'asset manager, soit du propriétaire du bâtiment, pour aller qualifier ce bâtiment et s'assurer qu'il y a bien les bons paramètres qui ont été renseignés pour pouvoir ensuite interpréter correctement les données.
Et nous, on voit, c'est vraiment l'évolution qu'on a fait ces 2 dernières années, c'est de passer d'une collecte de données à une collecte qualifiée de données. Et donc, qui fait qu'on sait interpréter si la donnée est complète, qu'est-ce qui manque, comment est utilisée l'énergie, par qui en est responsable. Et peut-être pour finir, je pense sur l'aspect plus innovation, finalement, il y a la technologie, mais il n'y a pas que de la technologie. Et finalement, l'innovation en matière d'ESG, elle peut être sur plein de sujets différents. Et nous, on le voit parce qu'on a beaucoup d'actifs. C'est un peu un laboratoire pour nous aussi, pour aller tester de nombreuses choses, que ce soit en matière de biodiversité, sur des sujets sociaux, dans les centres commerciaux notamment, il y a pas mal d'initiatives qui peuvent être faites pour promouvoir, par exemple, le commerce local, etc. Et ça, c'est un aspect vraiment important de tester et pour voir ensuite ce qui peut après être déployé plus largement. Et il y a énormément d'acteurs qui émergent sur le marché d'ailleurs pour aller proposer ces innovations-là. Et Stéphanie? Je vais essayer de prendre un autre biais lié à la technologie, c'est le numérique. Je suis arrivée il y a 2 ans chez Atland. La finance durable et la mesure, c'était pas mon univers. Et je me suis rendu compte que les équipes étaient très initiées, très compétentes sur leurs actifs, et qu'il fallait un outil d'aide pour remonter l'ensemble des informations. Alors on a bien sûr les grands outils de gestion financière liés à la gestion d'un patrimoine immobilier, mais maintenant l'ESG, on voit vraiment la nécessité d'avoir, outre les plateformes qui font remonter les informations, mais surtout une consolidation de nos informations, et que la chaîne de métiers que nous avons, nous, chez Atland, voisins, je vais rajouter voisins parce que c'est de la gestion de patrimoine, on est dans la nécessité d'avoir un outil qui permette à tous les métiers de remonter l'information des actifs, assez ludique, assez instantané, et qui permet vraiment la consolidation. Et ça a été une des premières choses qu'on a mis en place. Et il y a énormément, alors là je ne sais pas si c'est de l'innovation parce que les plateformes sont déjà là, mais en tout cas la partie module ESG est vraiment une nouveauté et une nécessité pour les entreprises qui ont un patrimoine un peu costaud. On ne peut pas travailler que sur du Excel ou du Power BI qui fait des beaux rapports. Mais je pense qu'il y a vraiment une évolution à ce niveau-là en termes de gestion. Et le numérique est important et qui permet aussi d'agréger d'autres plateformes. Donc dans la gestion et dans le métier, je pense, de l'opérationnel, c'est important. Et au niveau de l'industrie, est-ce que vous pensez que nous en faisons assez pour partager les meilleures pratiques? On essaye de le faire là autour de cette table ronde, mais globalement, est-ce qu'on les partage bien? Est-ce qu'on partage bien les données ESG aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Je vais peut-être commencer, parce que je crois que j'ai un peu lancé le sujet tout à l'heure. On en fait de plus en plus. Ça, c'est sûr, je pense que la conférence d'aujourd'hui est un exemple. Il y a de plus en plus de conférences sur différents sujets liés à l'ESG dans l'immobilier. Encore une fois, c'est vrai que ce qu'on disait, l'immobilier reste souvent un peu mis à l'écart, notamment dans les réglementations, notamment les réglementations financières. C'est régulièrement pas adapté, bien que l'immobilier soit concerné. Et donc c'est vraiment important qu'on ait, je pense, ces moments d'échange, de partage, pour pouvoir en fait à la fois faire remonter ce qui est testé et en fait éviter de chacun tester exactement les mêmes choses. Il y a une part d'innovation de toute façon qui sera toujours propre à chacun de nous. Il y a aussi, il ne faut pas se le cacher maintenant, un avantage compétitif à être performant en matière d'ESG. Donc il y a forcément une forme de compétition qui s'inscrit, mais pour autant, je pense que quand on travaille dans l'ESG et quand on a des convictions en matière d'ESG, il y a aussi une forme de coopération qui est importante parce que finalement on se bat tous pour les mêmes raisons. Qui sont aussi que le changement climatique est une réalité, que la perte de biodiversité est une réalité, et donc il y a forcément une forme de coopération qui est nécessaire si on veut pouvoir avancer collectivement dans la bonne direction. Donc je pense que ça va dans le bon sens, mais je pense qu'il va encore falloir qu'on accélère et qu'on trouve des moyens justement de créer cette coopération entre entités qui justement sont parfois concurrentes. Moi je confirme, je trouve que sur... nous typiquement ça fait vraiment chez Stam Europe... de 2 ans et demi, on en faisait comme un peu tout le monde. Dès qu'on est un peu valuable, on fait de l'ESG, parce qu'on améliore nos actifs, on fait vraiment des choses qui font que normalement ils sont plus performants. Et on a vraiment mis en place ça depuis 2 ans et demi, et donc on est un peu
peu nouveau par rapport à d'autres qui ont fait ça depuis très longtemps. Et donc, moi, en tout cas, je passe beaucoup de temps à échanger avec beaucoup de mes pairs pour justement savoir ce qu'ils font, quelle plateforme fait du sens. Et je trouve qu'il y a beaucoup de collaboration parce que c'est souvent des gens pour lesquels les sujets sont intéressants et qui savent que c'est vraiment l'effet de groupe qui va faire qu'on va pousser des portes et que ça va avancer. Donc, moi, je trouve que pour une fois, même si c'est un avantage compétitif, et que ce soit des grosses sociétés comme de plus petites, qu'en fait, moi, je pose beaucoup en interne pour que les gens, mes asset managers, échangent avec d'autres asset managers, mes responsables techniques, avec d'autres responsables techniques, parce que c'est vraiment le retour d'expérience qui va vraiment nous permettre d'avancer et d'éviter les écueils, en fait. Donc ça, je trouve que là-dessus, il y a plutôt une très bonne intention. Il faudrait plus de formation et faire sortir certaines fonctions. Moi, je suis directrice des acquisitions, donc dans mon métier, aller à l'extérieur, rencontrer des gens sur ces deals, opérations, ça fait partie de mon métier. Donc rajouter cette touche innovation ESG, c'est la même chose en fait. Je vais chercher ailleurs pour voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a de mieux. Il y a d'autres fonctions et c'est tout à fait normal. Quand on est asset manager, quand on est responsable technique, on est opérationnel. On avance et il faut dérouler la feuille de route. Et ça, c'est pour moi, mais vraiment ce qu'il faut qu'ils changent chez nous, c'est que ces gens-là sortent en fait. Parce que tout est nouveau. Vraiment, tout est nouveau. Donc il faut vraiment que ces gens-là, ça fasse partie de leur métier, qu'ils se disent, il faut que j'aille à la conférence, il faut que j'aille à telle formation, il faut que j'échange avec un de mes pairs, parce que personne ne va être capable d'inventer les nouvelles solutions. Et ça, par contre, c'est un vrai changement de fonctionnalité, hein, quand même. Hein, de pousser les assets, etc., les PM à sortir juste de la routine où ils sont déjà débordés. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'au niveau des directions générales, comprendre qu'il va y avoir une période, il va peut-être falloir gonfler toutes ces fonctions support aussi, pour les aider et pour les accompagner en fait, parce qu'à un moment donné, si on veut qu'elles se forment, qu'elles comprennent et qu'elles échangent, il faut qu'elles aient le temps. Et nous, c'est une démarche qu'on fait petit à petit aussi. Initialement, les pauvres, on leur mettait tout dessus, et puis après, on pousse et on se rend compte que c'est là où il va falloir un peu les aider. Donc il y a beaucoup de changements qu'il va falloir qu'ils s'opèrent sur la façon quand même de gérer, dans une crise quand même qui arrive. Donc c'est quand même pas facile tout ça, avec une période qui n'est pas évidente, donc dire qu'il faut recruter, mais si on recrute, c'est très intéressant et très challengeant comme période, mais pour reprendre, je sais pas moi, les plateformes, nous on n'en a pas encore, parce que pareil, voilà, on est plus petit, donc on n'est pas en avance là-dessus, mais on a beaucoup étudié. Et j'apprends en échangeant hier, j'étais avec la directrice RSE de la Société de la Tour Eiffel, je déjeunais, et justement je la challengeais beaucoup sur tout ça, elle me dit, écoute, nous on en a mis une, et pendant 2 ans, ils s'en sont pas servis. Voilà. Donc en fait, on a pris un energy manager qui lui, a permis de faire ce lien. Moi, je me suis jamais dit, je vais prendre un energy manager. On est une petite société, on a un petit portefeuille, on n'a pas du tout d'actifs en exploitation, on n'a pas de DEPAD ou de retail ou ce genre de choses. Et finalement, peut-être, est-ce que ça va pas être ça la solution? Donc il faut que j'ai introduit cette nouvelle idée d'un nouveau coup. Mais si, c'est parce que finalement, je vais mettre une plateforme et qu'elle va servir à rien. En fait, j'ai rien gagné, j'ai dépensé de l'argent pour rien. Donc la direction, si elle est assez ouverte, peut l'écouter, mais c'est grâce en fait au retour d'expérience des autres. Sinon, en fait, on n'arrivera pas à avancer. Donc, moi, je trouve que plutôt, au contraire, les gens sont très très ouverts et échangent. Mais il faut pousser beaucoup d'autres personnes maintenant. Cédric, tu le ressens ce partage entre les asset managers, entre les assets, les PM aussi, entre eux? Je le ressens, et effectivement, en tant qu'observateur, ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même une chaîne de métiers qui a été longtemps extrêmement silotée. Vous avez les promoteurs qui eux-mêmes silotaient avec leur maîtrise d'œuvre, leur maîtrise d'ouvrage, etc. Investisseurs, vous avez les property managers d'un côté, les utilisateurs de l'autre, et tous finalement ont les mêmes problématiques. Je le citais également, on a des réglementations à gérer, on a un problème de crise à anticiper, on doit s'occuper de nos collaborateurs. Et c'était assez frappant de voir que sur les thématiques ESG, j'ai ressenti beaucoup de frustration en échangeant avec ces acteurs-là ces derniers mois, ces dernières années, de gens qui faisaient très bien les choses. Typiquement un promoteur qui développe un bâtiment innovant où il a vraiment travaillé en profondeur son projet pour le rendre plus bas carbone, plus confortable, etc. Et qui se retrouvait frustré de ne pas trouver son marché en disant « mais mince, qu'est-ce que j'ai raté? J'arrive pas à le pitcher. » Et l'investisseur
qui cherchait en vrai l'immeuble proposé par le promoteur machin, qui dit mais mec, il n'y a que des gars qui viennent débarquer pour me proposer des immeubles labellisés, j'en ai marre, je veux qu'ils racontent autre chose. Et des cas comme ça, on en a eu plein en accompagnement en transaction. Alors que l'immeuble, il cochait pile les cases de l'investisseur, et le promoteur ne le présentait pas de la manière dont l'investisseur était capable de le comprendre, ou son prisme à lui, c'était une grille SR, cocher les cases des SFDR, il est taxonomie, il ne l'est pas. Il avait besoin de chiffres, là où le promoteur ne lui présentait pas les chiffres qu'il avait, pour autant, il dit je ne vais pas lui donner, il ne me l'a jamais demandé. Et finalement, même chose avec les property managers qui suivaient des données qui n'étaient pas celles que pensait comprendre l'investisseur, et finalement, tout le monde avait cette même envie, mais ce manque de transversalité et de courant un peu de transmission a été frustrant pour beaucoup. Alors c'est en train de se lever, et c'est vraiment quelque chose de top. J'encourage encore une fois les acteurs à faire de plus en plus de groupes de travail où on se réunit non pas que entre brokers, nous entre experts, entre asset managers, etc., mais le maximum d'acteurs de chaîne de valeur complète pour justement partager les contraintes et aboutir à nos petits standards de communication un peu communs. Et ça fluidifie quand même largement les choses, et évidemment ça évolue. On a encore un peu de travail là-dessus, je pense. C'est pas plus mal, en même temps on a un métier extrêmement humain, donc c'est plutôt agréable aussi de pouvoir créer ces cadres d'échange. On va revenir sur la partie réglementation, dont on a déjà parlé, on va creuser un petit peu plus. Moi j'ai un peu l'impression que chaque semaine on a une nouvelle annonce concernant une nouvelle réglementation en matière de développement durable. Comment vous faites pour vous y retrouver? Comment vous faites pour suivre, pour vous adapter? Savoir quelle est la bonne réglementation à suivre? Voilà. Comment vous y arrivez en fait? Cédric, comment tu vois ça pour les sociétés immobilières? Alors tu as complètement raison, il y a un cadre qui est assez perturbant parce que ça va vite, et il est d'autant plus perturbant que, je parlais de marteau et d'enclume un peu tout à l'heure, c'est d'autant plus perturbant qu'on a ce cadre très technique qui est souvent poussé par les États. Le cadre, je citais tout à l'heure, le cadre du DPE en France n'est pas le même que le cadre du DPE en Allemagne. Chacun a avancé, ensuite on a rajouté une directive européenne qui dit qu'il faut le faire de telle manière, mais quand même on laisse un peu de latitude. À côté de ça, vous avez un cadre réglementaire plutôt orienté sur le reporting qui vient de l'Europe et qui est lui un petit peu plus uniforme. Donc faire ce travail de veille n'est pas facile. Pour autant, on se rend compte que finalement des vraies surprises réglementaires, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui peut être surprenant, c'est la temporalité d'un texte qu'on attendait sortir il y a 2-3 ans. 2-3 ans plus tard, il sort plus tôt. Mais les lignes directrices, si on les voit d'un niveau européen, elles sont quand même globalement claires, et notamment sur les enjeux de décarbonation, où on sait que certaines technologies vont être mises de côté, que l'immobilier, pour prendre des exemples assez concrets, on travaillait avec un client la semaine dernière où on s'interrogeait sur un schéma directeur de son mix énergétique. La première question qui est venue sur le tapis, c'est est-ce que je garde du gaz sur mon parc immobilier? Structurellement, non, tu ne peux pas. Si tu veux pouvoir dire à tes investisseurs que tu es aligné net zéro. Et parce que globalement, la ligne, elle est lancée. Donc on a quand même quelques fils qu'on est capable de tirer. Après, ils ont tout un tas de contraintes, et tu le citais tout à l'heure, changer une chaudière gaz qu'à 5 ans et qui fonctionne très bien, pour plein de raisons, c'est absurde. Et on a une ligne directrice. Alexandra, comment vous faites chez STAM pour suivre la réglementation? C'est le partage avec les pairs? Ça, voilà, exactement, c'est vraiment ça, et c'est en fait, dès qu'il y a une nouvelle information ou autre, c'est vraiment de la communiquer, échanger. C'est pas, nous, on se fait accompagner par des conseils, etc. CBRE. Voilà. Et pareil, on les pousse pour nous dire, je sais pas, on était en train de parler du décret PACS, et à l'oral, ils nous disent, d'ailleurs, ça change, le périmètre, et je dis, ça là, mettez-le dans le rapport. C'est pas pour critiquer, mais voilà, si tu me donnes l'info par l'oral, mais... Je l'ai mis à jour le rapport. Voilà, sur mon rapport, il y a écrit que l'ancienne, donc il y a tout ça où il faut vraiment que tous les intervenants, tous les conseils, tous les PM, en fait, finalement, aient toujours le réflexe, ils ont une information nouvelle, parce que
ubuesque, hein, c'est tout ce qu'il y a. Et puis il y a les directeurs juridiques aussi de nos différentes sociétés qui doivent comprendre que c'est un sujet aussi qu'elles doivent prendre en fait, ou qu'ils doivent prendre en main, et c'est une veille qu'ils doivent aussi faire en fait. Parce qu'ils ont tendance un petit peu à déléguer ça sur la technique, aussi à des départements, ou sur moi par exemple, mais moi je ne vais pas faire une veille réglementaire. Enfin, déjà qu'on a plusieurs petites sociétés, quand on a plusieurs casquettes, à un moment donné, enfin, c'est pas possible. Donc c'est pareil, c'est toute cette idée que les fonctions changent un peu et d'intégrer tout ça. Mais c'est assez mal, c'est un peu, mais c'est ce qui rend aussi notre métier un petit peu intéressant. Et alors par contre, ce qu'on essaie surtout beaucoup de faire, c'est de prendre quand même beaucoup de recul. Ce qu'on veut, c'est être au courant de la nouvelle réglementation, pour qu'au moins qu'on sache. Surtout pas un locataire nous appelle et nous dise au fait qu'est-ce que vous faites vis-à-vis du décret VAX ou autre. Je sais que ça est arrivé une fois pour un responsable technique qui n'a pas trop apprécié de ne pas être au courant d'une nouvelle réglementation par rapport à son locataire. Donc ça, on essaie vraiment au moins de savoir de quoi on parle. Et après, on fait attention un peu aux applications et autres. On attend de voir comment ça va évoluer. Je donne un cas concret, le coût des ombrières sur tous les parkings. Quand en fait cette réglementation elle va être appliquée sur toute la France, moi je fais comment dans le nord de la France où il n'y a pas assez d'ensoleillement, il n'y a pas assez de réchauffement et il n'y aura pas d'exploitants qui voudront venir en fait. C'est surtout ça parce qu'ils n'auront pas la rentabilité. Soit je m'appelle AXA et je peux faire un contrat, non mais je fais un contrat général et je peux négocier avec mon exploitant qui me prenne tous mes sites et il y en aura certains ils auront une bonne renta et d'autres non. Voilà. Mais quand on n'a pas des portefeuilles aussi grands ou autres, il y a des choses qui vont. Donc il y a. Voilà. Nous, dès qu'on trouve qu'il y a une logique qui est un petit peu particulière, en fait, on est au courant, on s'est renseigné. C'est pareil pour les places électriques, ça dépend pour les parkings électriques. Vos parkings, en fonction de là où ils sont, dans le sous-sol, etc., vous pouvez retrouver avec des sprinklages, des travaux, mais des choses, encore une fois, un peu ubuesques. Et on sait qu'à un moment donné, il y a quand même une logique de coût, même s'il y a des calculs de taux de rentabilité, etc. Petit à petit, ça va évoluer. Donc on fait attention sur les choses qui sont un petit peu, qui sont contre-logiques, et d'y aller petit à petit. Nous, on a beaucoup de résidentiels existants, c'est pareil avec les DPE. On a beaucoup d'haussmanniens. Une fois qu'on a changé les fenêtres, qu'on a changé la ventilation mécanique, quand on a des petites surfaces qui font 25 mètres carrés, logiquement, moi, isoler de 15 cm de l'intérieur, je ne vais pas le faire en fait, c'est juste pas possible. En confort d'usage utilisateur, ça marche pas. Et on veut isoler de l'extérieur. Donc la façade devant, on ne peut pas, parce qu'évidemment, elle est historique. On veut faire ça sur la cour. Et ben, on a peut-être les bâtiments d'architectes qui ne veulent pas, parce que ça va pas être aligné. Donc il y a quand même toute une. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment être au courant, se renseigner, savoir, et puis faire les choses qui nous semblent surtout en immobilier, on est quand même très logique et très terre à terre, moi je trouve, et de commencer comme ça, déjà c'est moins compliqué, ça permet d'intégrer les équipes, de moins leur faire peur, et puis d'espérer que la réglementation va aussi s'adapter petit à petit. On voit bien qu'à chaque fois, comme Opéra, ça s'est reculé à chaque fois quand est-ce qu'il fallait qu'on mette nos données, l'année de référence c'est pareil, donc on voit bien quand même que ça évolue, donc on essaie de ne pas trop faire paniquer non plus les équipes, dans le sens où on sait que ça va s'adapter. Alors, on va passer à la dernière question. On a beaucoup parlé du E de l'ESG, on a pointé du doigt un peu le S, notamment vous avez abordé la partie réputation des locataires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se conformer un peu plus au S et au G? Je vais vous laisser chacun vous exprimer sur le sujet. Stéphanie, si tu veux commencer. C'est vrai que l'immobilier, on a eu les réglementations commencées par le E, et intrinsèquement, on sait que le bâtiment, c'est très social, parce que ça apporte plein de choses d'aménité, et on vit dedans, et on travaille dedans, donc c'est très social. Mais le promoteur, mais les acteurs de l'immobilier, de la construction, se sont attardés principalement sur le E, effectivement. Et qui a été plus facile, c'était les acquis, c'était aussi des réglementations qui arrivaient sur l'énergie, sur le carbone, donc c'était plus évident. Et le S et le G sont arrivés quand on commençait à parler critères ESG, parce que finalement les critères ESG c'est assez récent dans la démarche, même si qu'une entreprise affiche réellement une politique liée à ces critères et à ces deux enjeux qui sont arrivés.
La partie S, pour nous en tant que société de gestion, elle est beaucoup sur les parties prenantes des locataires et du serviciel. C'est comment on fait pour adapter, être à l'écoute, faire que le confort et la santé puissent être le mieux appréhendés. Et je vais rajouter juste ce qui revient un petit peu, c'est les critères et l'indicateur que j'utilise pour calculer et mesurer la partie sociale. Il y a des choses simples, mais il y en a d'autres qui sont plus complexes. Et la partie G, je pense qu'elle est un petit peu plus implicite parce qu'on a des procédures, parce qu'on a des contrats, parce qu'on a des chartes depuis très longtemps qui permettent d'identifier les enjeux pour un chantier, ou des chartes éthiques assez faciles. Et dans le G, je mettrai aussi les process internes qu'on ne voit pas forcément dans les critères qui sont liés à un actif. Mais les systèmes de gouvernance en interne sont importants. Les implications, la comitologie, la prise de décision. Pour moi, ça fait partie aussi de cette identification qu'on voit un petit peu moins. Mais par contre, un sujet hyper important quand on a différents métiers, qui est responsable de quoi? Alors là, qui est responsable de quoi? Donc j'ai commencé à faire des RACI, j'ai commencé à faire plein de choses comme ça avec les différentes équipes pour définir, mais voilà, où est ma responsabilité, qui remplit ma plateforme pour m'indiquer le PM, mon responsable technique. Donc voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas intrinsèquement implicite dans les métiers liés au bâtiment. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je vais continuer, c'est vrai que nous, forcément on est rattaché à un groupe du CAC 40, donc les questions gouvernance sociale, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, en tout cas à un niveau corporate. Mais c'est vrai que quand on redescend à la maille actif, c'est toujours un questionnement de se dire effectivement quels indicateurs on va suivre, comment on peut aussi trouver des indicateurs communs entre des classes d'actifs qui finalement sont très différentes les unes et les autres, parce que comme on gère nous des actifs de toute typologie, on ne se voyait pas avoir par exemple une grille ESG différente par typologie. Donc c'est aussi comment on peut avoir des indicateurs qui sont inclusifs. C'est vrai que nous, sur la gouvernance, on va regarder différentes choses. Je pense que la gouvernance, on l'approche aussi beaucoup par la maîtrise du risque. Et donc, connaître les actifs, savoir évaluer leurs risques et leurs performances ESG. Donc, par exemple, le fait d'évaluer nos actifs selon notre rating interne et de mettre en place des plans d'action pour améliorer cette performance, ça fait partie de ce qu'on regarde. Il y a effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, la partie contractuelle avec du coup les parties prenantes. Donc ça, bien sûr, je pense que c'est aussi finalement être aussi cohérent, c'est-à-dire faire appliquer ce qu'on s'applique à nous-mêmes. Et il y a aussi la partie risque lié au changement climatique. Parce que l'immobilier est responsable d'émissions de gaz à effet de serre, mais il est aussi à risque, il est sensible finalement à l'évolution du climat. Et donc c'est d'être en capacité d'identifier, d'anticiper ces risques et du coup de la notion d'adaptation. Nous on met tout ça dans cette partie gouvernance. Et dans la partie sociale, effectivement, rien de très innovant. On va regarder effectivement le confort, le bien-être. On se pose la question de comment avoir un impact au-delà du bâtiment. Donc souvent on a cette notion de communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se regarder que nous-mêmes, mais aussi finalement que dans les choix qu'on va faire, ça puisse bénéficier et avoir un impact positif au-delà du bâtiment lui-même. Et peut-être le dernier, effectivement, l'engagement vis-à-vis des locataires. C'est fondamental. Il y a vraiment un travail à avoir là-dessus, notamment dans des entreprises assez financières comme AXA IM, où finalement nous c'est le property manager qui a la relation directe, et donc c'est comment on va recréer un lien avec nos locataires, comment on échange sur ces questions de ESG, comment on s'engage mutuellement finalement dans ces sujets. C'est dès le départ en fait au niveau du bail, mais finalement même quand ça ne l'était pas au départ, on voit bien qu'il y a des intérêts et des convergences, on a tous des contraintes, donc ça je pense que c'est un sujet qui émerge de plus en plus et qui finalement va être nécessaire si on veut réellement transformer le tir, parce que c'est eux qui utilisent les bâtiments. Dans le E, dans le S, dans le G, moi, ce qui me marque toujours, et tu le citais Stéphanie, il y a beaucoup de maturité sur la thématique environnementale. Alors c'est aussi des premières à avoir été réglementées, notamment par l'énergie, etc. Peut-être que ça joue, je ne sais pas. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que finalement l'immobilier, avant d'être un objet financier, il a une raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être, de mission, tout ce qu'on veut ces derniers temps, mais l'immobilier intrinsèquement il a une raison d'être sociale, il est là pour héberger l'activité humaine. Donc son rôle social, c'est le premier, et c'est toujours un peu
frustrante de ne pas être capable de le rendre plus palpable, finalement, philosophiquement, pour répondre à son objet social, il a des impacts environnementaux négatifs. Donc effectivement, c'est les principes de double matérialité. Donc c'est assez intéressant de se remettre ça à l'esprit. Et je reviens sur le dernier des piliers, le pilier de gouvernance. À mon sens, c'est le plus important. C'est le plus important pourquoi? Parce qu'on a beau se donner les meilleurs objectifs, les meilleurs outils, faire de la performance énergétique, du service, du confort dans les bâtiments, si on n'a pas une gouvernance qui tourne, ce ne sera jamais pérenne. Ce ne sera jamais pérenne, on ne maîtrisera pas bien nos risques, on fera des conneries en pensant bien faire, on fera des trucs bien en pensant faire une connerie, ça marche aussi. Et si cette gouvernance elle n'est pas bien cadrée, et notamment avec tous les exemples que vous donniez toutes les deux, on n'a aucune chance de répondre aux enjeux. Donc, dans l'ordre finalement des actions à mener, j'aurais toujours tendance à préconiser on se pose d'abord sur la gouvernance qu'on met face à tout ça, et ensuite on traite les sujets en profondeur. On ne fait pas l'inverse, sinon on va avoir des cycles de on progresse et on régresse. On progresse, on régresse, et du coup on n'est pas sur des cycles positifs, on est bien les cycles dans l'immobilier, mais là c'est mieux s'ils vont tous dans le même sens. Donc j'insisterai effectivement plutôt sur ce point-là, mettre toujours la gouvernance au centre pour maîtriser les deux autres piliers. Je vais faire vite. Tout ce qui est gouvernance, on l'a dit, c'est un peu plus facile à appliquer au niveau des actifs, les contrats, on met des clauses, les chantiers, etc. Nous on pense vraiment qu'il faut que ça soit au niveau corporate. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va donner l'exemple, c'est comme ça qu'on va commencer à insuffler vraiment une nouvelle façon de penser. Et donc, il faut qu'en interne et autres, qu'on ait aussi des mesures. Vraiment, la policy corporate ESG d'une société, c'est ce qui va vraiment aider et qui va favoriser aussi nos asset managers ou tous les employés à être dans un mindset qui n'était peut-être pas avant. Donc c'est ça là-dessus, prêcher par l'exemple, on essaye un peu les voyages en avion, etc. Bon, c'est rigolo parce qu'on essaie de pousser les gens à prendre le train et autres. Et voilà, quand les gens sont bloqués, ça marche pas alors qu'ils auraient mis 2 heures, mais c'est pas grave. En fait, c'est le MIPIM. Le MIPIM, pareil, j'ai imposé à tout le monde de prendre le train. Parce que j'avais fait l'expérience à cause du Covid, où en me disant j'ai pas envie de pendant l'aéroport, et j'avais le truc finalement ça marchait très très bien. Mais voilà, après c'est anecdotique, mais en fait on a pris des cartes de métro plutôt que d'aller prendre des taxis. Ça c'est des petites choses, mais qui va obligatoirement, petit à petit, va faire en sorte que ça rentre. Donc ça c'est la gouvernance, je pense qu'elle est vraiment au niveau corporate, et puis il y a plein d'autres choses. Et alors au niveau du social, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que je sais qu'on parle beaucoup services aux locataires, etc. Mais moi j'estime que c'est pas vraiment ça le social. Pour moi le social c'est comment on peut aider le logement social, ce genre de choses. Mais c'est très compliqué dans le secteur privé parce qu'on n'a pas le droit d'être propriétaire. Nous par exemple, qui avons encore une fois du résidentiel, on s'était dit ce qui empêche les jeunes de quartiers défavorisés de pouvoir faire des études à Paris et autres, c'est souvent le logement qui est quand même un poste très coûteux. Donc on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de donner à disposition nos petites chambres, pas nos petites, mais les petits studios, les chambres de bonne, les choses qu'on va rénover, à justement des étudiants. Et en fait, on ne peut pas. C'est parce que c'est complètement maîtrisé par l'État. On ne peut pas mettre à disposition parce que nous, il faut qu'ils puissent sélectionner les dossiers. Donc, surtout pour que le privé intègre le social, c'est assez compliqué. Et par contre, et là, c'est intéressant parce qu'on peut voir ce qui se passe ailleurs. Le S, c'est pas du tout traité de la même façon dans les autres pays. Si vous êtes aux États-Unis, j'ai essayé de me renseigner pour voir justement ce qui se passait. Alors eux, ce qui les intéresse, c'est inclusion and diversity. Donc c'est, vous avez un entrepôt, est-ce que la société qui est votre locataire favorise les minorités? Ils sont sur un S qui est très très différent. Donc en fait, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Moi je trouve qu'on n'y est pas du tout en immobilier. Malheureusement, dire j'aime du service, etc. En fait, on le fait surtout pour louer nos immeubles. C'est quand même intrinsèque, on l'a toujours fait pour nos immeubles, pour les louer. Oui, on peut dire, c'est comme moi, quand je fais du résidentiel, et je dis, je suis obligée de renouveler les baux pour 6 ans, je fais du social, je protège les locataires. Non, c'est parce que c'est la réglementation qui m'impose, je caricature, mais honnêtement, c'est le S. Et d'ailleurs, on le sait, puisqu'en fait, on ne peut pas catégoriser nos fonds. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on va être capable de faire en sorte que notre fonds il va être un fonds à impact, en fait. Malheureusement, tout ce qu'on fait là-dessus va pas être catégorisé là-dessus. Donc on voit bien que ça nous permet juste d'être un peu plus conscients de nos utilisateurs et d'être un peu plus humains, et ça c'est super.
Mais donc là-dessus, nous on aime beaucoup ce sujet, mais on trouve qu'aujourd'hui en immobilier, c'est pas évident, les équations financières, le fait que l'État ne nous introduise pas. Pareil, il y a d'autres pays anglo-saxons comme l'Angleterre, on peut faire du logement intermédiaire, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire en tant que propriétaire privé qu'on ne peut pas faire en France. Donc il va falloir que là-dessus, ça nous aide un petit peu en fait. Là où la réglementation va peut-être aider par la suite. Nous sommes arrivés au terme de notre table ronde. On a un tout petit peu dépassé, mais néanmoins, on a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Alors, après, il y a juste devant, après le monsieur. Ah, pardon. Oui, bonjour à tous. Pardon? Ok. Oui, bonjour à tous. Oh, c'est pas grave. Et ça, on m'entend, c'est bon. Mike Sissoung, je suis conseil, moi, en fait. Et ce que vous avez parlé, effectivement, d'échanges et de transmission entre les différents métiers et tout. On est invité ici par la RICS. Je vous recommande fortement de venir dans nos groupes de travail. On fait déjà ces échanges et on travaille ensemble. Et notre groupe dans lequel on est, qui est Facility Management et tout le reste, on a des gens de tous les domaines. Et on travaille, on ne s'est jamais arrêté, malgré tous les problèmes de Londres, les problèmes de Covid, etc. Notre groupe a toujours fonctionné et on continue à fonctionner. Je vous invite fortement à venir nous rejoindre et venir travailler avec nous, parce que là, on est dans tous les domaines et on essaye d'avancer sur tous ces sujets et on a des solutions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Parce qu'on est là pour la RICS, autant faire tourner cette RICS. Il y a beaucoup surtout en France. Il y a beaucoup de groupes qui existent. Hein. Oui, il y a la Proma, je crois, le groupe de PM. Et moi, je suis partie voir mon PM. Il me dit est-ce que tu y vas? Parce qu'il y a toute une réflexion sur les logiciels, etc. Et moi, la réponse, c'est j'ai pas le temps. Donc vous avez raison, il faut arriver à convaincre. Je suis d'accord qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on est tous pareils. De toute façon, on est tous sous l'eau, on fait avec. Mais bon, moi en plus, je fais partie, je suis aussi enseignant, donc on a essayé avec le groupe de RICS, on fait travailler les différentes grandes écoles pour justement, dès maintenant, commencer à faire prendre conscience aux jeunes de travailler ensemble, que les ingénieurs travaillent avec des gestionnaires, que les gestionnaires travaillent avec d'autres personnes. Enfin, faut décloisonner, il faut parler surtout. Arrêtez de parler avec un téléphone portable ou envoyer un mail. Appelez-moi et dites-moi, Mike, est-ce que vous avez besoin d'un mail? Voilà, et puis je vous réponds, il n'y a pas de problème. On se connaît, je crois. Je vous ai déjà un peu, pendant une journée, je vous ai embêté, donc je ne me permets pas. Avec plaisir. Alors, vous avez une question? Merci pour cet échange très intéressant. José Pereira, Dresden-Sommer. Moi, je voulais revenir sur une remarque que fait Cédric sur la notion de la qualité du locataire. Alors, on comprend que là-dedans, on parle du pollueur-payeur, quelque part. Hein, d'accord, on va pas se mentir. Quel est le levier du banquier pour s'interférer dans une négociation entre deux acteurs privés dans un cadre commercial, sachant que moi j'ai vécu la situation inverse, où on a un investisseur qui est venu nous voir en me disant voilà, j'ai un locataire qui me demande ou qui m'impose, s'il veut venir chez moi, prêt à payer pratiquement un loyer facial un peu dessus, si je faisais la rénovation de mon actif dans le cadre de la réglementation taxonomie européenne, et en plus si je pouvais lui apporter une démarche, une reconnaissance économie circulaire, cradle to cradle. Donc cette notion d'arrière effectivement du banquier, et d'ailleurs peut-être qu'ils pourront intervenir, puisque je comprends qu'il y avait quelques-uns ici, quel est son pouvoir, son levier de décision et de nuisance par rapport à cette transaction, ou est-ce que c'est simplement une bienveillance qu'il a voulu faire? Je pense qu'il y a un peu les deux, tu as raison. Il y a le côté, première étape, de se poser la question, ce qui est déjà une première étape, qui permet aussi, in fine, de qualifier son risque, parce que le banquier, lui aussi, il va doser le risque de chacun de ces lignes de prêt qu'il va avoir, et il va le doser en fonction de, sur toutes ces lignes de prêt, lesquelles sont exposées au décret tertiaire, c'est conforme, c'est pas conforme à la taxonomie, et maintenant on a les risques réputationnels qui jouent aussi. Donc il a déjà un intérêt, ne serait-ce que première étape, à flaguer là où il est exposé ou pas. Et notamment en finançant ou refinançant
des bâtiments loués ou propriétés par des énergéticiens fossiles, par exemple. Évidemment que ça crée un risque réputationnel pour le banquier. Et évidemment, c'est dans sa cartographie des risques, et évidemment, c'est un poids financier pour lui. Après, quel est le levier qu'il a? Il est assez souverain pour activer la variation des taux. Est-ce qu'il va le faire? Aujourd'hui, c'est rare, évidemment. Dans les nouvelles acquisitions, il ne vous finance pas, en fait. C'est ça son levier. Ouais, vous n'avez pas de prêt. En gestion, c'est plus compliqué. En gestion, il monitore, il ne va pas dire... Mais c'est ça le vrai sujet, c'est les nouvelles acquisitions, en fait. Et comme... Il peut dire ce qu'il veut, en fait. Oui. Il finance pas. Il faut qu'on... Voilà. Sans vraiment donner la bonne raison, en disant j'ai pas envie de vous prêter parce que vous avez un départ qui peut s'appeler Total, par exemple. Bon, il va le dire, je pense. Hein. Oui. Je pense qu'il va le dire. Il y a des banquiers qui voudraient s'exprimer? Écoutez. Je voulais fâcher personne. Non, mais le sujet est intéressant. Alors, effectivement, on en est aux prémices pour revenir sur les notations de l'immobilier au niveau de l'empreinte énergétique de l'actif que nous allons financer. Et on commence aussi à regarder qui utilise l'immobilier et quels sont les sous-locataires de l'investisseur que nous allons financer. On regarde le risque d'image potentiel. Alors, on n'en est pas encore au stade de la notation, mais ça va arriver. Aujourd'hui, on ne note que la partie environnementale, et pas la partie risque d'image sociétale des utilisateurs. Mais ça va arriver, on est en train de travailler dessus, on met des ateliers en place. Alors c'est vrai qu'on en est qu'aux prémices. On regarde tout ça parce que on finance quand même pas mal d'actifs. Alors je suis désolée, je n'ai pas présenté, on finance en crédit bail immobilier. Donc on est propriétaire pour tout le temps du contrat. Et donc il va falloir faire suivre aussi cette notation, et là on n'a pas encore travaillé dessus mais il va falloir la suivre tout au long du contrat pour savoir si elle est pérenne depuis l'octroi jusqu'à la sortie du contrat. Et là il y a un sujet. Voilà. Il y a une société Triodos qui était très en avance, une banque qui justement elle était vraiment que sur le financement des sociétés, et en fait dans ses critères de prêt et dans ses critères de gestion il y avait un certain nombre d'activités qui étaient exclues, et ça c'était pendant toute la durée du prêt. Donc ça existait déjà en fait. Hein. Ah oui, nous on a une liste avec des exclusions effectivement à l'octroi. Alors on a une liste. Pas de, je dirais, de métier en tant que tel, pas d'utilisateur, mais on a risque d'image en général. Donc ça laisse, au moment du comité, on peut en débattre. Après, c'est à l'octroi, quand on monte le dossier, d'apporter les pour, les contre. Et puis ça va peut-être aussi impacter, pour l'instant ça n'impacte pas, mais ça va peut-être impacter la mobilisation de fonds propres sur l'opération de financement. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas pour la note green de l'actif. Ça le sera probablement demain pour l'utilisation. Et donc, ça a un coût. Après, les taux, les marges peuvent aussi, je dirais, répercuter ce coût, dans certains cas. Bonjour, Marie-Jeanne Flèche-Lévy, Banque et là-bas. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Alexandra, mais déjà un grand merci à vous quatre parce que c'était vraiment super intéressant. Le problème qui va se poser sur ces histoires-là, c'est une histoire de valeur. Parce qu'on est en plein sur les sujets, alors plutôt de restructuration, enfin pas de restructuration, de renouvellement, je dirais, plutôt que d'acquisition en ce moment. Et évidemment qu'il y a un impact sur la valeur. Alors on s'en remet beaucoup aux experts et dans nos cahiers des charges, on leur demande de faire un volet maintenant ESG et d'inclure dans la valeur la prise en compte de tout ça. L'étape suivante, bien sûr, c'est que les banques soient à même d'apprécier le contenu. Là, on a un descriptif qui nous dit la case est cochée et bon, on l'a intégré dans la valeur. Mais nous, en tant que banquier, on n'a aucune compétence pour le moment pour donner la fiabilité. Vous avez fait une remarque en disant que les banques pourraient avoir un rôle à jouer parce qu'elles vont être obligées de collecter des données. Les collecter, c'est une chose, mais c'est les apprécier derrière.
Et je me demande dans quelle mesure, mais c'est à titre tout à fait personnel, on ne va pas voir se développer un nouveau métier, à l'instar de ce qu'on fait dans les chantiers, où on demande à un économiste de venir vérifier l'évolution des travaux et le coût, etc. Eh bien, on ne va pas voir des missions comme ça qui vont être confiées à des tiers, qui vont aller vérifier que les informations ESG qui sont transmises par les emprunteurs sont bien fiables et voilà. Alors, il y a une question de oui. tout au fond. Bonjour, donc Tenguy Gerpel, moi je suis chez KPMG, expert en évaluation immobilière depuis quelques années. Et je revois, alors merci déjà pour votre intervention et j'ai beaucoup apprécié le pragmatisme que vous évoquiez, Alexandra Vaquin, et notamment parce que vous avez un portefeuille peut-être plus resserré que d'autres et des petites équipes, et donc effectivement vous parliez des moyens que vous aviez et donc de la nécessité d'être terre à terre et pragmatique. Ce qu'on voit en tant qu'évaluateur, et chez KPMG notamment, puisqu'on revoit quand même beaucoup d'évaluations, c'est qu'aujourd'hui on est aux prémices de ce lien qui est fait entre l'ESG et la valeur des immeubles. Et donc effectivement tout le monde en est conscient, mais c'est bien le sujet de comment est-ce qu'on monitore, comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce que les property managers, les asset managers, les propriétaires, les experts et leurs commissaires aux comptes ont un alignement de vue en fait sur ces cash flows et sur ces projections de CAPEX. Donc voilà, on est au début et nous en tant qu'évaluateurs, on est très preneurs de tous les diagnostics et de tous les budgets de CAPEX et surtout de les sourcer et de les rationaliser. Si je peux me permettre... Ah pardon, excuse-moi. Oui, j'allais dire, je pense que c'est fondamental, notamment au niveau de l'évaluation. On voit qu'en ce moment, il y a la Frexim, du coup, qui travaille à essayer de créer quelque chose au niveau de la filière. Et c'est vraiment au niveau de la filière qu'il faut que ça émerge, parce que si chaque évaluateur commence à avoir sa propre... C'est vraiment le biais qu'on a aujourd'hui dans l'immobilier. On n'a pas de grille commune d'évaluation de la performance ESG d'un actif. Et donc, c'est un vrai problème de comparabilité. Et je pense que c'est ça qu'on n'a pas parlé tout à l'heure au moment de la mesure, mais aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de comparer la performance d'une entreprise à une autre. Même quand on parle d'un indicateur commun, par exemple l'intensité carbone, il y a mille et une façons aujourd'hui de calculer cet indicateur en fonction du périmètre, en fonction des facteurs d'émission, en fonction de la manière dont on va l'approcher. Et donc c'est vrai que le travail de la Frexim est important. La question sera aussi comment est-ce qu'on peut avoir cette vue-là peut-être de manière plus internationale. Forcément, à mon niveau, c'est des questions qu'on se pose. Et voilà, et après il y a vraiment cette acceptation de filière et que du coup, et je pense que ça fera vraiment avancer en tout cas l'immobilier si on arrive enfin à avoir des paramètres communs. Mais pour reprendre l'expert ou la banque, sur le fait justement que vous n'êtes pas sachant pour savoir entre les plans CAPEX, mais en fait il va falloir, comme quand vous nous faites confiance parce qu'on dit on va faire ce plan de CAPEX et ça va nous permettre de louer cet actif à tel loyer de marché, alors soit vous avez des comparables, donc c'est un peu plus facile, mais ça va être la même chose en fait. On va avoir effectivement des audits énergétiques, on va avoir des plans qu'on vous transmettra, et qui dira normalement si je fais tout ça, ça va me permettre de pouvoir améliorer l'empreinte carbone, enfin voilà tout. Et en fait, il va falloir prendre quelques risques et de se dire et même nous c'est très empirique, on part dans cette démarche-là, il y a toute une démarche, normalement l'objectif c'est d'atteindre celui-ci et ça va être ce monitoring, de vérifier l'année prochaine, est-ce que finalement on est arrivé, et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte en fait. De se dire qu'à partir du moment où il y a ces plans-là et avec un objectif qui ne va pas être que de le loyer, mais sur l'énergie, l'eau et autres, il va falloir prendre ces hypothèses pour comptant et puis petit à petit le marché adaptera avec les expériences et le retour. Mais finalement, c'est pour moi aujourd'hui, normalement en tant que propriétaire, on va être capable de vous expliquer ce qu'on fait. On ne va pas être sûr du résultat, mais on s'appuie de plus en plus de thermiciens, de professionnels de la CVC, enfin on pousse très très loin parce qu'on a vraiment besoin d'être sûr de ce qu'on va investir, quel va être le résultat en fait. Donc je pense que on va être capable de vous transmettre tout ça en fait. Et vous d'apprécier, de nous faire un peu confiance en tant qu'emprunteur, en tant que propriétaire, et puis de vérifier comme on a l'habitude chaque année si ce qu'on a dit est respecté en fait. Mais il va falloir prendre en compte tout ça, parce que sinon ça ne va pas nous aider si la valeur ne s'améliore pas parce qu'on fait des CAPEX ou si on n'a pas de financement. Parce que il va vraiment falloir que toutes les parties rentrent en jeu quand même.
Oui, deux commentaires. Mardi, il y avait une journée organisée par l'IFEI et les deux thèmes que je retiens, c'était valeurs vertes et décote brune. Donc on est déjà dans le sujet. L'ESG fait la synthèse, on n'est plus à la valeur, on est vraiment à la valeur verte ou à la décote brune. Et c'est vraiment un sujet important. Quant à la question de savoir comment les banques peuvent apprécier justement le caractère ESG d'un nouvel actif ou d'un renouvellement, j'accompagne une société qui s'est fait déjà confier une mission par une banque pour travailler sur le sujet. Donc les banques certaines d'entre elles se sont déjà emparées de cette réflexion.